Vous écoutez KTO Radio, retrouvez maintenant une conférence du cycle de l'Observatoire de la modernité, enregistrée le 13 décembre 2021 au Collège des Bernardins. Catherine Larère, philosophe spécialiste de la pensée de Montesquieu et de l'éthique de l'environnement, répond à la question « Le catastrophisme empêche-t-il l'action ?» Bonsoir à tous et bienvenue au Collège des Bernardins pour cette soirée de l'Observatoire de la modernité. Donc, comme vous le savez peut-être, si vous faites partie des fidèles auditeurs donc de ces soirées de l'Observatoire, notre cycle de conférences est consacré cette année au grand retour de la fin des temps. Sur fond de crise écologique et climatique, l'heure est en effet au réveil des discours sur l'effondrement. Alors bien sûr, nous avons eu l'occasion de voir, en particulier lors de notre dernière séance avec l'historien Jean-Baptiste Fressoz, que ces discours d'effondrement n'étaient pas tout à fait une idée neuve en Europe et que les lanceurs d'alerte avaient en réalité été assez nombreux depuis les débuts de l'âge industriel. Malgré tout, et même s'il est évidemment nécessaire de prendre cette hauteur historique, nous devons quand même reconnaître que l'heure est particulièrement aujourd'hui à la prolifération des discours catastrophistes. Alors, face à cette catastrophe imminente, on pourrait dire que des attitudes et des sentiments très variés sont suscités. Attitudes et sentiments qui pourraient aller, par exemple, du survivalisme pour lequel il faudrait veiller chacun à sauver sa peau devant la catastrophe qui vient, jusqu'aux différentes facettes de ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-anxiété ou encore la dépression verte. Quelle que soit la palette des sentiments qu'anime donc cette catastrophe, ce que l'on peut reconnaître en tout cas, c'est que la prise de conscience de cette instabilité climatique, le spectacle des catastrophes qui se produisent, l'idée aussi de plus en plus répandue que nous aurions perdu le contrôle de notre monde, tout ceci ne pousse pas nécessairement à l'action et parfois même nourrit une forme de fatalisme résigné quand il ne s'agit pas, pour reprendre encore une fois une expression que nous avons utilisée avec notre invité précédent, Jean-Baptiste Fressoz, une appréhension joyeuse de l'apocalypse, finalement heureux d'en avoir enfin pris conscience. Donc il y aurait une forme d'attitude qui consisterait à dire « après moi le déluge » et ainsi on pourrait considérer qu'à l'inaction climato-sceptique d'il y a quelques années aurait succédé finalement une inaction effondriste. Alors le catastrophisme empêche-t-il l'action ? Marque-t-il même finalement la sortie de l'action collective et politique ? La politique en viendrait-elle à céder la place à une forme peut-être de développement personnel ? Ce sont ces questions que nous allons évoquer ce soir et pour cela nous avons le plaisir d'accueillir Catherine Larère qui nous fait donc l'honneur de sa présence. Donc Catherine Larère, vous êtes professeure émérite de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste de Montesquieu. Vous êtes aussi spécialiste, et c'est plutôt à ce titre que nous allons vous entendre ce soir, de philosophie environnementale. Alors vous avez publié plusieurs ouvrages sur le sujet avec votre mari, donc Raphaël Larère, parmi lesquels on peut citer donc, Du bon usage de la nature pour une philosophie de l'environnement, en 2009 aux éditions Champ-Flammarion, Penser et agir avec la nature, à la découverte en 2015, et plus récemment, c'est peut-être là-dessus que nous vous attendons, donc Le pire n'est pas certain, essai sur l'aveuglement catastrophiste, donc en 2020. Alors, Catherine Larère, quel diagnostic poser donc sur les discours catastrophistes ? Comment discerner pour éviter l'aveuglement ? Si le pire n'est pas certain, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et est-ce la fin de la politique ou au contraire, faut-il plus que jamais mettre l'accent sur l'action collective ? Donc, merci. Merci beaucoup, merci de cette présentation. Bonsoir à tous et je suis ravie de me trouver dans ce lieu que je ne vois pas beaucoup, mais le peu que j'ai vu, c'est très beau. Le catastrophisme empêche-t-il l'action ?
Si catastrophisme, ça veut dire qu'on pense que la civilisation telle que nous la connaissons actuellement va s'effondrer dans les années qui viennent, la réponse la plus évidente, et vous l'avez suggéré, c'est ben oui, parce que quand on pense qu'il n'y a plus rien à faire, eh ben on fait rien. Pourtant, si on interroge ceux qui défendent cette conception, ceux qu'on appelle les collapsologues, ils vous diront que non, pas du tout, ça n'empêche pas du tout l'action. Pourquoi ? Parce que, disent-ils, il y a des actions qui se mènent actuellement sur le terrain de l'environnement, et par exemple les mouvements Extinction-Rébellion, qui sont des mouvements de jeunes, ou la mobilisation qui a eu lieu à Notre-Dame-des-Landes pour empêcher que ça ne devienne l'aéroport de Nantes, et bien ces gens, disent-ils, sont des collapsologues convaincus. Alors, c'est une proposition tellement difficile à vérifier, il y a une telle distance entre ce qu'on pense et ce qu'on fait, une telle difficulté à comprendre pourquoi on fait quelque chose, que cette réponse ne me paraît pas vraiment suffisante. Et donc, je crois qu'il y a des questions préalables à poser avant de répondre oui ou non à la question « Le catastrophisme empêche-t-il l'action ?» D'abord, il faut savoir de quelle catastrophe il s'agit. Car nous allons voir, il y a différents types. Alors j'en reste au catastrophisme écologique, je ne remonte pas à l'apocalypse ou à des temps encore plus anciens. J'en reste au catastrophisme écologique. Comme vous allez voir, il y a plusieurs formes de catastrophisme écologique qui entretiennent bien sûr des rapports différents à l'action. Alors à ce moment-là, on se pose la question qu'occulte la réponse, mais oui, ceux qui agissent, ils sont convaincus de l'effondrement. Quel est le rapport à l'action ? Quelle est la question qui se pose ? Quelle est la question de l'action qui se pose ? Ce que nous verrons dans un deuxième temps, ce qui nous permettra effectivement, dans un troisième temps, de présenter les arguments pour répondre oui à la question « Le catastrophisme empêche-t-il l'action ?» une fois que nous aurons éclairé de quel catastrophisme il s'agit et d'une certaine façon de quelle action il s'agit. Mais on verra j'ai ou nous avons, quand je dis nous, c'est l'œuvre commune que nous faisons, mon mari et moi, trois objections à faire à ces théories de la catastrophe. L'une est celle qui oppose avenir fermé à avenir ouvert. La deuxième objection porte sur la distinction entre le global et le local. Et la troisième objection, comme que vous introduisiez, c'est la question de la politique. Alors d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle de catastrophisme ? Pour expliquer les distinctions que je vais faire, je vais simplement dire que si nous avons écrit ce livre, Le pire n'est pas certain, et c'est sur l'aveuglement catastrophiste, c'est que nous avons rencontré la forme dernière du catastrophisme, toujours écologique, la collapsologie, au cours d'un séminaire, d'un colloque à Cerisy, au centre normand, où se tiennent des colloques qui tiennent une semaine. Et nous avons rencontré la collapsologie et nous connaissions déjà des formes de catastrophisme et nous sommes bien rendus compte qu'il s'agissait de formes différentes. Alors c'est de cette expérience que je pars pour distinguer trois formes de catastrophisme. La première, je la nommerai pédagogique, en ce sens qu'il s'agit de lancer l'alerte, d'attirer l'attention sur le désastre possible. Et ça a été ça depuis le début des années 70, la démarche fréquente des scientifiques. On citera simplement ce qui est sans doute une première alerte, celle que lance en 1971 à partir d'une conférence qui s'était tenue à Menton et qui avait été de scientifiques et qui avait été réunie par l'ONU, et le journal de l'UNESCO publie un appel ainsi avec le titre suivant: 2200 scientifiques s'adressent aux 3,5 milliards de terriens. En 1971, il n'y a que 3,5 milliards de terriens. Maintenant, depuis, nous avons doublé. Et ils leur disent, bon, tout va très mal, mais
si on fait quelque chose, on peut arriver à empêcher ça. Donc, si vous voulez, c'est une façon de présenter le danger, quitte par des procédés rhétoriques à contracter les temps, aggraver la menace, de façon à attirer l'attention sur ce qui se fait. Donc, on peut dire, de ce point de vue-là, il est pédagogique. C'est un catastrophisme ancien. À la fin du XIXe siècle, les forestiers français qui s'inquiétaient du déclin des forêts et de la mauvaise occupation des terrains forestiers avaient lancé comme ça des alertes à une catastrophe imminente. C'était essentiellement des procédés rhétoriques. Le deuxième type de catastrophisme, c'est celui que met en place Jean-Pierre Dupuy, quand il publie en 2002 « Pour un catastrophisme éclairé, quand l'impossible est certain ». Alors Jean-Pierre Dupuy, à ce moment-là, là aussi, dit la possibilité de la catastrophe. Alors il a deux références. Il a, et ça fait un moment déjà qu'il travaille dessus, il a la guerre froide, la menace nucléaire, la menace d'une guerre nucléaire, et le fait qu'elle a été évitée. Enfin, qu'elle n'a pas eu lieu. Et puis, il y a en 2002 les menaces écologiques qui sont de plus en plus claires, changement climatique, érosion de la biodiversité, etc. À quoi s'ajoute 2001, c'est la destruction des deux tours de New York. Donc, ce que dit Jean-Pierre Dupuy, c'est la convergence des deux menaces. Il dit, si on continue à développer l'économie comme on fait jusque-là, on va à la catastrophe écologique. Mais si on refuse aux pays non développés d'avoir accès au développement, comme on risque de le faire, alors à ce moment-là, on aura encore des attentats, des Twin Towers. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler un catastrophisme stratégique ou méthodologique, en ce sens qu'il ne s'en tient pas à la menace, mais il montre l'élaboration d'un modèle qui doit permettre d'éviter la catastrophe. Et ce modèle, ça consiste à croire plus que la possibilité, en la certitude de la catastrophe. C'est si on croit à ce que nous savons, dit-il, que nous pourrons éviter ce que nous craignons. Vous êtes sur KTO Radio et vous écoutez une conférence du cycle de l'Observatoire de la modernité enregistrée au Collège des Bernardins. Catherine Larère, philosophe spécialiste de la pensée de Montesquieu et de l'éthique de l'environnement, répond à la question « Le catastrophisme empêche-t-il l'action ?» Donc, ces deux catastrophismes, pédagogiques, stratégiques ou méthodologiques, ont en commun qu'ils veulent éviter la catastrophe. Et l'idée de Jean-Pierre Dupuy, reprise à Günther Anders, c'est, eh bien, ce qui fait la différence entre nous et ceux qui annonçaient l'apocalypse au début du christianisme, c'est que nous l'annonçons pour l'éviter. C'est ces deux catastrophismes que nous connaissions déjà en 2015. Quand nous en avons rencontré un troisième, en 2015, il y a déjà des textes sur l'effondrement d'Yves Cochet qui sont publiés. Yves Cochet participait au colloque de Cerisy dont j'ai parlé. Et puis 2015, c'est aussi l'année où Pablo Servigne et Raphaël Stevens publient comment tout peut s'effondrer. Et c'est là que va être introduit, à ce moment-là, en France, le terme de collapsologie. Alors, ce qu'a de nouveau ce catastrophisme, c'est qu'il dit, lui, que la catastrophe est inévitable, elle est inéluctable. Et pour ça, Yves Cochet et Servigne. Alors, il y a beaucoup d'autres livres. Je vais garder ces deux références parce que c'est les plus connus, mais il y a une très, très grosse littérature sur la collapsologie. Mais disons, Cochet et Servigne, et d'ailleurs, Servigne cite Cochet. Pourquoi
non seulement ils disent que la catastrophe est inéluctable, mais à la différence de ceux des catastrophismes qui les avaient précédés, ils mettent en avant le mécanisme qui nécessairement va conduire à la catastrophe. L'idée, c'est que n'importe quel dysfonctionnement d'un secteur économique ou n'importe quel choc écologique ou sanitaire, et on pense à la pandémie, et je vais y revenir, pourront produire, comme un effet de domino, une série de réactions en chaîne, à l'issue desquelles aura lieu l'effondrement. Et l'effondrement, pour eux, c'est quand on ne peut plus satisfaire aux besoins de base, eau, alimentation, logement, habillement, énergie, et on ne pourra plus, l'État s'effondrera, réduction drastique de la population, au moins 50%, dit Cochet, et les survivants, donc il y a toujours un petit côté survivaliste dans la collapsologie, les survivants seront obligés de se replier sur des petites unités autosuffisantes. C'est ça que reprennent, cette idée que reprennent et développent Servigne et Stevens dans leur livre de 2015. Donc, vous voyez qu'il y a 3 catastrophes, mais 2 types de catastrophisme, ceux pour lesquels on peut éviter la catastrophe, et un troisième qui, lui, prend le nom de collapsologie, théorie de l'effondrement, ça veut dire. Collapse en anglais ou en latin, ça veut dire effondrement. Donc, et logie, c'est l'indication d'une théorie. Donc, cette théorie ou cette science de l'effondrement. Et alors, nous allons parler de catastrophisme ontologique parce que ça existe, ça dit l'existence même de la catastrophe. Alors, on voit que suivant qu'on parle d'une ou de l'autre catastrophe, il n'y a pas le même rapport à l'action, puisque les 2 premiers sont catastrophistes pour éviter la catastrophe. Alors, on peut discuter, ça ne sera pas mon objet parce que je vais en venir à ce qui nous finalement réunis ici, qui est la 3e forme de catastrophisme. Mais on peut discuter de l'efficacité du catastrophisme pédagogique. On peut se dire que depuis 1971, il y a eu toute une série d'appels de scientifiques, il y en a à peu près un tous les ans, du type appel de Menton. Les effets ne sont pas évidents. Puis on peut se dire que ce type d'alerte, c'est un petit peu comme on dit des pistolets à un coup. À le répéter, on l'use. Bon, le catastrophisme de Jean-Pierre Dupuy est beaucoup plus élaboré, puisque en plus Jean-Pierre Dupuy s'appuie sur les modèles de dissuasion nucléaire et principalement les stratégies qu'on a appelées MAD, Mutual Assisted Destruction. Bon, éviter la destruction mutuelle. Et ce qu'on peut reprocher, et c'est les discussions d'ailleurs que Raphaël et moi avions eues avec Jean-Pierre Dupuy dans le séminaire où il préparait son livre, c'est que c'est un type d'action qui ne s'adresse qu'aux décideurs et qu'il n'est pas très démocratique. Mais au contraire, le 3e catastrophisme, qui lui dit le caractère inévitable de la catastrophe, s'expose à une critique disant non. Et c'est très exactement la critique que fait Jean-Pierre Dupuy, ce qui indique d'ailleurs la différence qu'il y a entre le catastrophisme de Jean-Pierre Dupuy et celui de collapsologues comme Cochet et Servigne. Dupuy a été assez furieux finalement de l'apparition de cette collapsologie parce que les collapsologues prétendaient s'inspirer de lui et il a répondu que non. Alors pourquoi ? Quels sont ses arguments ? Que non, donc que la collapsologie, du fait même de ses défauts internes, ne pouvait pas conduire à l'action. Alors, il a, disons, 2 arguments. Bon, le premier vise le type d'explication.
que présentent les collapsologues. Comme je vous l'ai dit, ce qui fait la nouveauté aussi de la collapsologie, c'est qu'on présente un mécanisme d'enchaînement qui doit conduire à l'effondrement. Type, je vous ai dit, pandémie. Alors on a vu effectivement l'épidémie se répandre très très vite. Et à ce moment-là, d'ailleurs, Yves Cochet, interrogé par Le Monde en avril 2020, dit « Oh ben, mes copains collapsologues et moi, on se téléphone et on s'est dit « Ah ben, on ne croirait pas que ça viendrait aussi vite. » Bon, donc il y a une sorte de satisfaction. Ça confirme ce qu'il disait. L'argument à la base qu'avancent les collapsologues, à la base de ce mécanisme, c'est que plus un système est connecté, plus il est fragile. Et c'est un peu ce qu'on a vu avec la pandémie. Si la pandémie s'est répandue si vite, c'est que son trajet d'expansion, c'est celui des réseaux aériens. Elle va aussi vite que les avions. Les virus ne prennent pas l'avion tout seuls, mais ils montent sur des gens qui prennent l'avion. Et donc, plus un système est complexe, plus il est connecté, plus il est fragile. Et, disent les collapsologues, plus il est condamné à l'effondrement. Et Jean-Pierre Dupuy répond non, parce qu'un système complexe n'est pas seulement connecté, donc fragile, il est aussi résilient, parce qu'il est connecté de façon extrêmement différenciée. Il y a des plaques tournantes, des hubs, comme on dit. Si la plaque tournante tombe, effectivement, beaucoup de choses s'effondrent, mais il y a des nœuds beaucoup moins stratégiques, pourrait-on dire, et ils peuvent être atteints sans que tout s'effondre. Je continue l'exemple de la pandémie. Oui, elle s'est répandue à toute vitesse, mais de façon très différenciée, et ça ne s'est pas effondré. Ça ne va pas bien, mais ça ne s'est pas effondré. Donc, à partir de là, Jean-Pierre Dupuy dit, eh bien, tel que vous annoncez la collapsologie comme nécessaire, elle ne peut pas pousser à agir. Parce que si on vous prend au sérieux, dit-il, et si les décideurs en particulier vous prennent au sérieux, si, comme le dit Cochet, l'effondrement est sûr pour 2030, en 2030, il n'y aura plus aucune action, puisqu'on sait que ça va s'effondrer. Et par récursivité, on ne fera plus rien dès maintenant. Si, d'autre part, on ne peut pas, ce qui est plutôt la position de gens comme Servigne, on ne peut pas prévoir l'effondrement, mais on sait qu'il est certain, mais on ne sait pas quand il va arriver. Et on n'a aucun moyen de le savoir, à ce moment-là, la meilleure attitude, c'est de ne rien faire. Et donc, ça donne la critique particulièrement aiguë que fait Jean-Pierre Dupuy à la collapsologie. Il dit, au lieu de faire, vous prétendez que ou bien il y a du business as usual, de la gestion ignorante, le déni volontaire, ou bien le seul moyen d'éviter ça, c'est la collapsologie. Eh bien, dit Jean-Pierre Dupuy, finalement, dans les deux cas, que ce soit le cas du déni de Trump ou de Bolsonaro, de gens comme ça, ou simplement de gestionnaires qui disent on y arrivera toujours, ou que ce soit le cas des collapsologues qui disent la catastrophe arrive, je cite Jean-Pierre Dupuy, tant les catastrophistes mortifères que les aveugles satisfaits d'eux-mêmes accélèrent la marche vers l'abîme. Donc dans les deux cas, c'est une prophétie autoréalisatrice, par ignorance, ou là, pour les collapsologues, c'est une prophétie autoréalisatrice. Alors, on pourrait s'arrêter là. Mais je crois qu'on n'aurait pas répondu à la question. Parce que ce que montre, à mon avis, la critique de Jean-Pierre Dupuy, c'est que tout le logis de la collapsologie, tout le logos de la collapsologie, l'édifice rationnel qui se prétend scientifique, construit,
ces mécanismes, etc., ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Alors, ça ne tient pas particulièrement quand on prend le type de catastrophisme de Cochet qui vous dit c'est possible dès 2020, c'est très probable en 2025 et c'est inévitable en 2030. À 1 ou 2 ans près, corrige-t-il, mais vous voyez qu'il avait prévu que ça pouvait aussi être plus tôt que l'on ne pensait. Bon, ça ne tient pas. L'idée d'une catastrophe, d'un effondrement qui soit à la fois global, donc instantané, simultané, et tel qu'il n'y ait aucun retour en arrière possible, c'est une idée qui ne tient tout simplement pas. Et donc, de là, on peut dire, effectivement, le pire n'est pas certain. Les systèmes complexes, ce qui les caractérise, et c'est ce que montre Jean-Pierre Dupuy, les systèmes complexes sont imprévisibles. Donc, toute affirmation selon laquelle le pire est certain n'est pas une proposition rationnelle. Et c'est ça que montre Jean-Pierre Dupuy. Ceci dit, une fois qu'on a déblayé ce fragile édifice qui ne résiste pas à l'analyse, je crois qu'il reste, ce à quoi vous faisiez référence en parlant d'éco-anxiété, il reste que la situation est extrêmement inquiétante, qu'il suffit de lire les rapports du GIEC, comme celui qui a été publié cet été, là, le 9 août, le rapport du premier groupe du GIEC. Il suffit de regarder ce qui a été dit à la conférence de l'UICN, de l'Union internationale de conservation de la nature, en septembre à Marseille. Là, la situation est extrêmement inquiétante et comment on fait qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on met cette situation dans notre horizon, comment est-ce qu'on se refuse à être dans le déni et comment est-ce qu'on prend ça en compte? Alors, j'ai repris une citation de Bernard Stiegler, quelque chose qu'il avait dit très peu de temps avant sa mort. Il parlait de l'Anthropocène. Vous savez que l'Anthropocène, c'est la proposition qui a été faite au début des années 2000 par des scientifiques disant nous vivons dans une ère nouvelle car les impacts des actions humaines sont tels qu'ils modifient le système Terre dans son ensemble. Et donc, il faut plus parler d'Holocène, qui était l'ère géologique du Quaternaire dans laquelle on était, il faut parler d'Anthropocène, cette ère de la pression humaine, où les humains sont devenus une force géologique. Et donc, Stiegler écrivait, je cite, il parlait de la réalité anthropique toxique de l'ère anthropocène. Cette ère de l'humain, c'est une ère toxique, ce n'est pas une ère de grand succès et de grande maîtrise. Et, continue-t-il, ce qui n'était encore que la conviction d'une frange jusqu'alors très minoritaire de la population devient soudain l'horizon commun de toute projection dans l'avenir. Donc, on peut dire que la collapsologie, c'est ce moment-là. C'est ce moment. Alors, est-ce que c'est les textes collapsologiques qui diffusent la gravité de la situation? Est-ce que c'est la connaissance de la gravité de la situation qui donne une portée aux textes collapsologiques? Peut-être que Fressos vous a dit qu'il y en a toujours des textes collapsologiques. Donc, le moment, c'est où il rencontre une vraie chambre d'écho. Eh bien, on peut dire que les années 2015 en France, je dis en France parce que la collapsologie est un phénomène, en fait, très français. Alors, il y a des références hors de France, et je vais vous en donner, mais c'est quand même particulièrement fort en France. Et donc, c'est ça, le moment collapsologique, c'est le moment où la connaissance, l'inquiétude cherche à se donner une forme. Et même si, comme je vous disais, les arguments rationnels des collapsologues ne tiennent pas, ne résistent pas à une analyse, il reste la façon dont ils donnent
sens et portée, et ils expliquent, jusqu'à promettre effectivement un happy collapse, un heureux effondrement. Une fois que tout sera effondré, on pourra peut-être faire quelque chose. Et c'est à mon avis à ce niveau-là que se pose la question que je vais examiner maintenant. C'est la question de comment s'inscrit l'horizon climatique dans notre action. Et si tout peut s'effondrer, quelle action ça permet et qu'est-ce que ça représente comme interdiction d'une autre action? Donc, je voudrais, dans le troisième temps de ma présentation, présenter les arguments que, dans Le pire n'est pas certain, nous opposons à la collapsologie, mais qui ne sont pas des arguments, je dirais, formels comme ceux que j'ai évoqués jusque-là, mais qui se placent, du moins je vais essayer de le faire, se placent sur le terrain même de l'action. Et c'est là que donc, je voudrais développer les trois arguments que j'ai annoncés. Le premier, d'opposer vision fermée, vision ouverte. Le deuxième, de voir le rapport entre le global et le local. Et le troisième, donc, d'en venir au moment politique. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand je dis on peut voir cet horizon, on peut le voir comme un horizon fermé ou comme un horizon ouvert? Je le dis parce que écrire un livre dont le titre est « Le pire n'est pas certain », ça ne signifie pas du tout que nous disons qu'il est certain que le pire ne sera pas. Si c'était ça que nous voulions dire, nous commettrions une faute de logique. En calcul des propositions, nous ne ferions pas la bonne négation. Donc le pire n'est pas certain, n'exclut pas la possibilité du pire, mais il n'en fait qu'une possibilité. Et c'est à ce niveau-là qu'on va voir la différence, en tout cas une première différence. Je vais revenir à des définitions de l'effondrement pour vous faire saisir ce que je veux vous montrer. Et pour une fois, je ne vais pas citer un Français, je vais citer un romancier américain, Jonathan Franzen, qui, dans un article du New Yorker, si on arrêtait de faire semblant, disait la chose suivante, qui, à mon avis, définit bien l'effondrement au niveau où nous l'abordons. L'apocalypse climatique arrive. Pour nous y préparer, nous devons admettre que nous ne pouvons pas l'empêcher. C'est une pétition de principe, d'une certaine façon, ou un raisonnement circulaire. Pour pouvoir agir vis-à-vis de l'effondrement, il faut en admettre la nécessité. Et vous trouvez la même chose, la même idée, le même raisonnement circulaire qui se clôt sur lui-même dans une tribune publiée dans Le Monde le 10 décembre 2020, donc il y a un an, à peu de jours près, et signée, entre autres choses, par Servigne, mais aussi par pas mal d'autres gens. Et vous voyez le même type de raisonnement. Le titre de la tribune, c'était, je cite, « Que les décideurs politiques ouvrent le débat sur l'effondrement de la société ». Moi, je dis ça, je dis, ben oui, moi je suis prête à débattre de l'effondrement, c'est ce que je suis en train de faire ici. Mais la phrase continue, donc que les décideurs politiques ouvrent le débat sur l'effondrement de la société pour que nous puissions commencer à nous y préparer. Autrement dit, débattre sur l'effondrement, c'est admettre l'inévitabilité de l'effondrement. C'est ce que j'appelle un horizon fermé. On ne peut faire quelque chose que dans la certitude de l'effondrement. Autrement dit, il n'y a pas d'alternative à l'effondrement. À l'inverse, dire, je répète, le pire n'est pas certain, c'est pas du tout dire il est certain que le pire ne sera pas, mais c'est dire que le pire est impossible parmi d'autres, et c'est donc rouvrir les possibles. Et d'où, si vous voulez, sur la référence, les systèmes connectés sont fragiles, mais résilients. Et il y a des choses à faire. Deuxième point, sur le global et le local, là encore,
je reviens au titre, à notre titre et à son interprétation. Le pire n'est pas certain, ne signifie pas, il est certain que le pire ne sera pas, mais comme je vous l'ai dit, la catastrophe à la cocher, globale, instantanée, simultanée, sans retour en arrière possible, bon, c'est de l'ordre du, peut-être pas complètement de l'impossible, mais du très, très, très improbable. Donc, l'idée que je vais argumenter là, c'est que la catastrophe, l'effondrement, alors il peut être soit instantané, coché, soit se répartir, se diluer sur une longue période, c'est toujours l'effondrement. Donc à l'effondrement, à la catastrophe, nous opposons les catastrophes, et ça oblige à passer du global au local. Alors, le global, si vous regardez les livres de Servigne ou de Cochet, vous verrez qu'il y a quantité de notes, il y a des renvois à des articles de Nature, ou de Science, ou des rapports du GIEC. Tous ces renvois restent à un niveau global. Et les collapsologues donc, ne se situent qu'à l'échelle planétaire. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'à cette échelle, bon, j'ai cité les rapports du GIEC, les rapports de l'IPBES, de l'organisme qui correspond pour la biodiversité au GIEC pour le climat, donc d'observation globale du climat. Et donc, tous ces chiffres sont des chiffres globaux. Et je vous dis, à s'en tenir là, il y a effectivement de quoi être assez désespéré, plus qu'anxieux. L'anxiété à côté, c'est un état presque agréable. Bon. Pourquoi ? Parce que je dirais que le niveau global, c'est un excellent niveau pour lancer l'alerte. D'où l'alerte, l'appel de Menton et tous ceux qui ont suivi. Tous ces chiffres permettent... Finalement, on revient au catastrophisme pédagogique d'une certaine façon. On revient à une série de chiffres qui font un effet, qui impressionne. Et je vous invite, vous les avez sans doute vus, à aller voir ces séries de courbes qui sont toutes, on appelle en crosse de hockey, qui démarrent presque asymptotiques, puisqu'ils se mettent à monter, et montent ensuite verticalement, qui sont les courbes de tout. C'est l'augmentation de la population, c'est l'augmentation des populations, c'est l'augmentation des pollutions, c'est l'augmentation de la température, c'est l'augmentation, c'est la croissance, c'est tout ce que vous voulez. Et c'est comme un tableau, au niveau de l'action rhétorique, de l'effondrement à venir. Vous êtes sur KTO Radio et vous écoutez une conférence du cycle de l'Observatoire de la modernité enregistrée au Collège des Bernardins. Catherine Larère, philosophe spécialiste de la pensée de Montesquieu et de l'éthique de l'environnement, répond à la question « Le catastrophisme empêche-t-il l'action ?» Le niveau global et le niveau de l'inquiétude, c'est aussi le niveau où on éprouve une impuissance, peut-être pas totale, mais quand même assez grave. C'est-à-dire que ces chiffres vont vous permettre de rapprocher la hausse constante, avec quelques baisses, mais qui ne sont pas dues à des volontés de baisse, la hausse constante des émissions de gaz à effet de serre. Si ça c'est en 2020, il y en a eu moins, c'est pas parce qu'on s'est mis à contrôler la production, c'est que la production s'est arrêtée pour cause de pandémie. Et même chose en 2008 avec la crise financière. Donc, on voit que y a beau avoir des alertes, il y a beau avoir des réunions de ces conférences des parties qui se réunissent tous les ans pour appliquer la Convention cadre sur le climat, les COP, comme on dit, et puis rien ne se produit. On pourrait montrer la même chose sur la biodiversité. Donc, à voir ça, on a un sentiment d'impuissance. Et quand je parlais du moment collapsologique, comme le moment où de plus en plus de gens se rendent compte que l'horizon est assez bouché,
le sentiment d'impuissance est un des éléments de ce paysage de la pensée. Hein, et beaucoup de collapsologues le sont devenus par constatation de leur impuissance. Hein, et on peut dire ça de Yves Cochet, qui a été ministre de l'Environnement, et puis qui 10 ans après, dit « ben non, tout est foutu, on n'échappera pas à l'effondrement ». Donc, or, continuons, le niveau global, c'est très précisément le niveau d'une impuissance, parce que, je vous dis, au niveau de la connaissance, on sait les manques, mais on ne connaît pas la précision qui permet d'agir. Hein, on a une connaissance globale du climat, mais on ne sait pas région par région ce qu'il en est de l'élévation du niveau de la mer, de la fonte des glaces ou de choses de ce genre. Il faut sortir du global. Et surtout, au niveau politique, hein, il y a des COP, hein, il y a des accords de Paris, il y a des accords de Kyoto, puis des accords de Paris, mais c'est toujours redit, ils n'ont aucune force obligatoire, parce que, et à mon avis, il faut s'en réjouir, il n'y a pas de gouvernement, il serait despotique s'il y avait un gouvernement du monde, mais il n'y a pas de gouvernement du monde pour imposer l'obligation de respecter les engagements, et les États pensent à autre chose. Donc tant qu'on en reste au niveau global, je dirais la collapsologie fleurit. Elle est simplement la mise en récit d'un ensemble de données qui séparément ne veulent rien dire, mais on adhère mieux à un récit qu'à une somme de chiffres, et ce récit, c'est l'effondrement. Et je vous dis, cette image des courbes qui montent, c'est une représentation graphique, c'est ça la rhétorique, hein, c'est une représentation graphique du sort abominable qui nous attend. Donc, c'est pourquoi nous pensons qu'il faut passer de l'effondrement unique et global qu'envisagent les collapsologues à la multiplicité des catastrophes dans la diversité du monde. Parce que je dirais, c'est ça aussi l'aveuglement catastrophiste. À regarder ce qui vient, nous ne voyons pas ce qui est, et ce qui est, c'est une série de catastrophes. Bon, rien que ce week-end, hein, les tornades qui ont fait des dizaines de morts aux États-Unis, et tout particulièrement dans le Kentucky. Cet été, c'était à la fois des inondations en Allemagne, dans les Pays-Bas, en Belgique, des feux en Algérie, comme il n'y en avait pas eu depuis très longtemps, des feux en Californie, des pics de chaleur au Canada nord-ouest, et je ne parle pas de la Sibérie, de quantité de choses. Donc, des catastrophes, c'est sûr qu'il y en a, mais quitter la fascination pour le trou noir de la catastrophe à venir, pour regarder la multiplicité des catastrophes qui se passent, c'est se rendre compte qu'il se fait des choses, et que si la globalité, c'est effectivement le niveau de l'impuissance, que rien ne s'est fait globalement, au niveau local, il y a quantité d'actions. Hein, quantité d'actions que mènent les gens sur place pour préserver, améliorer leur milieu de vie, pour s'opposer aux destructions qu'entraîne la dynamique du capitalisme, hein, qui a conduit à cette crise généralisée à l'Anthropocène, mais aussi pour expérimenter d'autres façons de vivre et de produire. Et à ce moment-là, on se rend compte aussi qu'à ce niveau local, tout n'est pas perdu. Toutes les actions ne débouchent pas sur l'impuissance. Et pour rester en France, je citerai la victoire, finalement, des combattants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. L'aéroport n'a pas été étendu à Notre-Dame-des-Landes. Donc, il y a des choses qui se font. Alors, troisième point, venons-en effectivement à ce qui est mon objectif, c'est-à-dire la question de la politique. À
à ce moment-là, passer du global au local, c'est se rendre compte qu'il n'est véritablement d'action efficace que politique. Et c'est se rendre compte que l'action ne peut se penser que dans un cadre politique et que les textes, que ce soit les petites communautés de cochers ou le happy collapse, l'effondrement heureux de Servigne, Stevens et Chappell, toutes ces présentations de ce que pourrait être une après-catastrophe, un après-effondrement, font l'impasse sur deux points qui sont pourtant deux éléments sans lesquels il n'y a pas d'action politique. C'est premièrement la question de l'État. L'avantage du scénario de la catastrophe, c'est que, pouf, ça s'effondre et l'État s'effondre. En général, les États ne s'effondrent pas vraiment d'eux-mêmes de cette façon, ils résistent. Et de ce point de vue-là, on peut dire que les luttes écologiques rencontrent la résistance de l'État. Et on pourrait reprendre l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, mais il y en a quantité d'autres, et beaucoup plus violents. Si on pense à toutes les luttes qu'il y a en Amérique du Sud autour des questions d'extractivisme, autour des questions de déforestation, l'Amérique latine est le continent du monde où les militants écologiques se font le plus tuer, hommes et femmes d'ailleurs. Donc, l'État importe comme adversaire possible, mais importe aussi parce qu'on en a besoin. Et là encore, la pandémie a pu le montrer. On a besoin d'hôpitaux, on a besoin de gens qui soient formés dans des hôpitaux, on a besoin de services publics faisant le lien entre les gens, les différents hôpitaux. Ce n'est pas les petites communautés de cochers survivant les unes à côté des autres qui y arriveront. Donc, on a besoin de l'État, ce que pas dire, je répète, que l'État soit une bonne chose, mais qu'il faut contraindre l'État à remplir ses fonctions de protection. Là aussi, on a vu pendant la pandémie, l'État avait supprimé des lits, supprimé des postes. Il a fallu contraindre l'État à faire ce que seuls des services publics nationaux peuvent faire, des services de santé. Deuxième point, sans lequel qui montre qui sont les cadres de l'action politique, c'est la société civile. Toutes ces manifestations dont je vous ai parlé, que ce soit la ZAD, que ce soit les luttes anti-extractivistes en Amérique du Sud ou en Afrique, ou que ce soit des mouvements plus pacifiques de permaculture, de jardins partagés, tout ça, c'est la société civile qui prend en main l'amélioration de sa condition. Si les États ne font pas beaucoup de choses, c'est absolument vrai, la société civile est dans une grande activité et c'est ce qui peut donner un espoir. Donc, je conclurai là-dessus en disant que la collapsologie n'incline pas à l'action. Ma réponse à la question, le catastrophisme empêche-t-il l'action? Oui. Pourquoi? Eh bien, parce que les théories collapsologiques sur lesquelles je me suis focalisé occultent le cadre politique sans lequel aucune action véritable n'est possible. Alors, en conclusion, je dirais, au fond, qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai dit, il y a des objections, il y a deux façons de... Si la question commune, c'est l'horizon de notre action. C'est comment est-ce qu'on intègre dans ce que nous faisons ces changements climatiques, érosion de la biodiversité, problèmes d'eau, etc., etc. Je crois qu'il y a deux conceptions. Il y a deux conceptions et pourtant, je pense que nous sommes tous d'accord que nous vivons dans des systèmes complexes. Donc, c'est deux façons de concevoir les systèmes complexes. Il y a, je pense que la façon collapsologique, c'est ce que j'appellerais une naturalisation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il soit attentif à la nature, en fait.
La nature, ils s'en moquent assez. Mais ce qu'ils conçoivent, c'est un déterminisme systémique qui part des systèmes naturels et qui se répand dans les systèmes sociaux et contre lequel on ne peut rien. Je pense au contraire, et si je voulais donner une image pour terminer, une autre image de l'effondrement, c'est celle que prenait Michel Serres au début du contraste naturel, qui est ce tableau de Goya, qui s'appelle les deux lutteurs, et on voit deux hommes armés de gourdins en train de se battre et se faisant de s'enfoncer, de s'enterrer dans le sol. On peut, comme tout tableau, hein, ça permet beaucoup d'interprétations, mais je pense que ça montre bien que l'écologie, c'est une occasion pour la violence sociale, ça n'en est pas la cause. Hein. Ce que montrent les collapsologues, c'est des dérèglements systémiques qui sont la cause de l'effondrement du social. Là, au contraire, et je tiens à ça, hein, c'est de dire il faut partir du cadre social. Ce cadre social est tellement entremêlé, c'est ça aussi l'anthropocène, hein, au social, au politique, qu'on ne peut plus faire la différence. Mais c'est en prenant le cadre social, qu'est-ce qu'il y a quand il y a un cadre social ? Il y a des trous dedans, il y a de la contingence. Réintroduire la politique, c'est réintroduire de la contingence, c'est réintroduire la possibilité que quelque chose soit fait. Et là, c'est une façon de prendre en considération la catastrophe, non pas pour empêcher l'action, mais pour la permettre. Voilà, merci. Merci beaucoup à vous pour cette conférence. Merci beaucoup.